Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la fin du 19e siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Angleterre. Catherine Flanagan est née en Irlande en 1829. On ignore presque toute son enfance. Mais elle avait au moins une sœur nommée Margaret, Qui est née 14 ans plus tard, en 1843. Lorsque Catherine était jeune fille, ses parents ont quitté l'Irlande pour s'installer à Liverpool, en Angleterre. Dans les années 1840, Des milliers de personnes ont quitté l'Irlande pour Liverpool. En raison de la terrible famine qui a eu lieu entre 1845 et 1849, on estime que, en 1847, environ 300 000 personnes sont arrivées. Et qu'en 1851, 25% de la population de Liverpool était née en Irlande. Liverpool était un bon endroit pour s'installer. Elle a été considérée comme l'un des plus grands ports maritimes du monde et au début du 19e siècle, on estimait que jusqu'à 40% du commerce mondial passait par ces docks. Catherine vivait dans un quartier pauvre et elle savait que beaucoup de personnes vivant à proximité aimaient boire de l'alcool. Il fallait aller chercher de l'eau avec un seau à la pompe et la ramener à la maison. Cela pouvait poser problème, surtout s'il n'y avait pas de pompe à proximité. Ces pompes pouvaient aussi être un endroit où les maladies se propageaient. Beaucoup de personnes pauvres dans la communauté buvaient bière et spiritueux. Le gin, très bon marché, était leur favori. Avec cela en tête, Catherine a décidé d'ouvrir une débit de bière. En 1830, le Parlement avait adopté le Beer House Act, qui a libéralisé la réglementation concernant le brassage et la vente de bière. Tout contribuable pouvait brasser et vendre de la bière en payant une licence. L'objectif de la loi était d'accroître la concurrence entre les brasseurs, De faire baisser les prix et d'encourager les gens à boire de la bière plutôt que des spiritueux forts. Cela a entraîné l'ouverture de milliers de nouveaux pubs et de petites brasseries à travers le pays. Catherine a profité de cette opportunité et a ouvert une débit de bière près des docks de Liverpool. C'était un emplacement idéal pour ce genre d'établissement, car les ouvriers venaient souvent après leur service. Cependant, la débit de bière de Catherine Flanagan est rapidement devenue connue de la police locale, car elle était souvent fréquentée par des criminels et des prostituées. Elle ouvrait également le dimanche, ce qui n'était pas autorisé. Le gouvernement s'inquiétait de plus en plus de l'ordre public dans les débits de bière, alors la taxe d'accise a été portée à 3 guinées, et des conditions de propriété ont été introduites. Mais ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de vin et de bière de 1869, qui a confié le contrôle de la délivrance des licences des débits de bière aux magistrats locaux, que de nombreux établissements ont commencé à fermer, y compris la brasserie dirigée par Mademoiselle Flanagan. Catherine avait la réputation d'être assez prudente avec ses dépenses. Le débit de bière avait désormais fermé. Elle devait générer un revenu, alors elle est devenue prêteuse d'argent. C'était souvent très lucratif dans la Grande-Bretagne victorienne à cause des difficultés économiques de la classe ouvrière. Ils souffraient de bas salaires et souvent de revenus irréguliers. Aucune restriction ne limitait le prêt d'argent, permettant ainsi aux prêteurs d'appliquer légalement des taux d'intérêt élevés. Bien que ce ne soit pas une profession respectée, il était facile pour Catherine de se lancer dans cette activité. Elle empruntait auprès de bureaux de prêt locaux et prêtait de petites sommes à ses voisins, dont les circonstances faisaient qu'ils ne pouvaient emprunter ailleurs. Elle prêtait peu et uniquement à des personnes qu'elle connaissait. Mais le taux d'intérêt qu'elle appliquait rendait son activité assez rentable. Aux alentours de 1880, Catherine a ouvert une pension au 5 Skirving Street, à Liverpool. Elle a engagé sa sœur Marguerite pour l'aider à gérer la pension. Skirving Street était l'un des lieux où vivaient les pauvres, et même si les conditions de logement s'amélioraient dans plusieurs quartiers, le 19e siècle avait vu une forte augmentation du nombre de personnes migrant vers les villes industrielles. Les familles vivaient souvent dans des conditions terribles, et il n'était pas rare de trouver une famille entassée dans une seule pièce. La vie était difficile pour les pauvres, dont beaucoup travaillaient de longues heures en usine pour de très bas salaires. À l'époque, l'industrie traversait une période difficile, alors que la Grande-Bretagne reste une grande puissance économique. Le pays souffrait des effets de la Grande Dépression qui avait commencé en 1873. Les entreprises étaient touchées par de longues périodes de bénéfices faibles ou en baisse, ainsi que par la déflation des prix. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent.
S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Liverpool est officiellement devenue une ville en 1880. À cette époque, la population avait dépassé les 600 000 habitants. Avec les problèmes économiques, la demande de logements bon marché a augmenté. Catherine et Margaret, ainsi que John, le fils de 22 ans de Catherine, ont ouvert une pension. il a été facile pour les sœurs de trouver des locataires, et dès l'hiver de la même année, Leur pension était pleine. une chambre était occupée par un gentleman nommé Thomas Higgins et sa fille nommée Mary. L'autre chambre était occupée par un gentleman nommé Patrick Jennings ainsi que sa fille nommée Maggie. Malgré les mauvaises conditions de vie, la pension permettait aux sœurs de mener une vie modeste. Le fils de Catherine, John, avait 22 ans et semblait être un jeune homme en bonne forme, même si sa mère disait à quiconque le demandait qu'il était en mauvaise santé. Néanmoins, la mort soudaine du jeune homme en décembre 1880 surprit beaucoup de monde. Après la mort de son fils, Catherine reçut 71 livres. Comme John était inscrit à la Société de secours funéraire, bien que personne ne l'ait jamais vu malade, il n'y avait aucune raison de croire que son décès était dû à quoi que ce soit de suspect. En 1882, Margaret Flanagan et Thomas Higgins ont commencé une relation. Ils se sont mariés la même année. Mais quelques mois après le mariage, la fille de 8 ans de Thomas, Marie, est tombée malade puis est décédée. Comme Catherine après la mort de son fils 2 ans plus tôt. Sa sœur Margaret a pu toucher un paiement de la Société de secours funéraire. Cette fois, le montant s'élevait à 22 livres. Il était très courant que les pauvres payent pour être membres d'une société de secours funéraire, car ils ne voulaient pas qu'un être cher reçoive un enterrement de pauvre. Seulement quelques mois plus tard, en janvier 1883, Maggie Jennings, la fille de Monsieur Patrick Jennings, l'autre locataire de la pension, est également décédée. Elle avait 19 ans. Et bien que sa mort ait été inattendue, les conditions de pauvreté que beaucoup de gens connaissaient dans la Grande-Bretagne victorienne faisaient que la mort soudaine d'une personne apparemment en bonne santé n'était pas rare, ainsi que de mauvaises conditions de logement et d'hygiène, ce qui entraînait souvent des épidémies de typhoïde. Les rudes conditions de travail après la révolution industrielle avaient entraîné de nombreuses maladies. Les professionnels de santé ont signalé plus d'affections pulmonaires, beaucoup dû à l'inhalation de poussière et particules fines produites en usine. La vie de Maggie Jennings était aussi assurée auprès d'une société de secours funéraire, et l'argent reçu après sa mort a été récupéré par Catherine. 3 personnes étaient désormais mortes dans la pension, ce qui n'avait pas échappé aux habitants de la rue Skirving. En fait, cela devenait le sujet principal de conversation. Bien qu'ils aient tous été témoins de la mort et de la souffrance, la mort d'un enfant et de 2 jeunes adultes en bonne santé dans la même maison paraissait étrange. Ne voulant pas attirer les commérages, les sœurs ont déménagé leurs établissements, d'abord au 105 rue Latimer, puis au 27 rue Ascot. Mais la mort les suivrait. En septembre 1883, le mari de Margaret, Thomas Higgins, tomba malade. Il avait 45 ans et c'était un homme travailleur qui rapportait de l'argent au foyer. Un médecin nommé Dr Whitford fut appelé et il conclut que la maladie mystérieuse n'était rien d'autre qu'une dysenterie causée par la consommation de whisky bon marché. Il dit au patient d'arrêter de boire et prescrivit un mélange d'opium et d'huile de ricin. Sa femme Margaret resta à ses côtés, mais seulement 2 jours plus tard, le 22 octobre 1883, Thomas Higgins mourut. Le Dr Whitford conclut que la cause du décès était la dysenterie. Cependant, Patrick, le frère de Thomas Higgins,
fut surpris d'apprendre son décès. Il savait que son frère avait toujours joui d'une bonne santé et sa mort soudaine lui semblait très étrange. Thomas avait déjà dit à Patrick qu'un médecin était venu à la maison avec un agent d'assurance car Catherine et Margaret voulaient souscrire une police d'assurance vie sur lui pour une valeur de 50 livres. Comme 50 livres représentaient une somme aussi importante, il était habituel qu'un médecin examine d'abord la personne dont la vie devait être assurée. Cependant, Thomas avait refusé de coopérer. Patrick décida d'enquêter sur la mort mystérieuse de son frère et découvrit bientôt que Thomas avait été assuré auprès de 5 différentes sociétés de secours funéraires et que sa femme, Margaret, avait touché un total de 108 livres. Pensant que quelque chose n'allait pas, il contacta la police. La police accepta d'enquêter et le jour des funérailles, un agent de police, un officier du coroner et 2 médecins furent envoyés au 27 rue Ascot. À leur arrivée, il y avait des gens dans le petit salon autour du cercueil. Certains buvaient et l'agent de police remarqua qu'il y avait peu de signes montrant que quelqu'un pleurait la perte du pauvre Thomas Higgins. Le coroner informa Margaret que les funérailles n'auraient pas lieu car une autopsie devait être pratiquée. Catherine Flanagan sortit vite par la porte arrière sans rien dire. Lorsque l'autopsie fut terminée, on découvrit que des niveaux élevés d'arsenic étaient présents dans le corps de M. Higgins. Le coroner déclara que les preuves suggéraient qu'en raison de la quantité d'arsenic trouvée, on pouvait conclure que le défunt avait été empoisonné sur une période de plusieurs jours. Lorsque la police fouilla le 27 rue Ascot, ils trouvèrent une bouteille avec une substance blanche mystérieuse, qui se révéla plus tard être de l'arsenic. La présence d'arsenic fut également retrouvée dans la poche d'un manteau porté par la veuve du défunt, Margaret Higgins. Elle fut alors arrêtée. Pendant ce temps, Catherine se cachait des autorités. Elle passait d'une pension à une autre. Étrangement, pourtant, elle ne tenta pas de quitter la ville. Après une semaine à essayer d'éviter d'être repérée, elle fut aperçue et ensuite arrêtée. Le 16 octobre 1883, les sœurs Catherine Flanagan et Margaret Higgins ont été officiellement accusées du meurtre de Monsieur Thomas Higgins. Il y avait cependant 3 autres personnes décédées alors qu'elles vivaient dans la pension. Et le magistrat a accordé la permission aux autorités d'exhumer les corps de Maggie Jennings, du fils de Catherine, John, et de Mary Higgins, âgée de 8 ans. Le corps de John a été retrouvé en bon état, avec de grandes quantités d'arsenic présentes dans son corps. On a aussi retrouvé la même chose dans les corps de Maggie Jennings et de Mary Higgins. Toutes 3 étaient mortes d'un empoisonnement à l'arsenic. Et leur vie était assurée par la société de secours funéraire. Désormais, munis des preuves que Thomas Higgins, sa fille Mary, le fils de Catherine, John et Maggie Jennings étaient tous morts empoisonnés, les détectives ont présenté leurs conclusions aux sœurs. Tandis que Marguerite restait évasive. Catherine a dit à la police que c'était sa sœur qui avait été l'instigatrice des crimes. Les enquêteurs, cependant, n'étaient pas sûrs de la façon dont le duo avait pu se procurer le poison. Ils pensaient avoir utilisé du poison pour rats, mais quand les adultérants habituels du poison pour rats n'ont pas été trouvés lors des autopsies, les détectives étaient déconcertés. Catherine et Marguerite étaient analphabètes, et leur nom n'apparaissait dans aucun registre des poisons d'aucune pharmacie locale. Lors de son interrogatoire, Catherine a déclaré aux policiers que Marguerite avait extrait le poison de papier tue-mouche. Elle a ajouté qu'elle était prête à être témoin à charge contre sa sœur. Une offre intéressante, mais que la couronne a décidé de ne pas accepter. Le procès des sœurs, Catherine Flanagan et Margaret Higgins, a commencé au St. George's Hall de Liverpool le jeudi 14 février 1884, devant monsieur le juge Butt, et a duré 3 jours. L'affaire du meurtre de Thomas Higgins a été jugée en premier. Les preuves contre les accusés étaient convaincantes. À la fin du procès, le jury a mis 50 minutes à les juger coupables. Et le juge les a condamnés à mort. En entendant le verdict, Margaret s'est effondrée dans le box des accusés. Comme ils avaient reçu la peine la plus sévère possible, la couronne n'a pas poursuivi l'affaire contre eux pour les meurtres de John Flanagan, Maggie Jennings et Mary Higgins. Des sœurs ont ensuite été renvoyées à la prison de Curdale en attendant leur sort. Elles étaient en cellules séparées, assistées par l'aumônier de la prison. Comme elles étaient toutes 2 analphabètes, les gardiens de prison leur lisaient. Dans l'espoir qu'elles puissent voir sa peine commuée, Catherine a parlé aux détectives et leur a donné les noms d'autres femmes qu'elle disait responsables d'autres empoisonnements dans la région. Bien que sa déclaration a été prise au sérieux et que la police ait enquêté sur ces allégations, ils n'ont pas pu obtenir suffisamment de preuves pour les étayer. L'avocat chargé des poursuites à Liverpool, un homme nommé William Marks,
a ensuite écrit au directeur des poursuites publiques pour l'informer qu'il pensait qu'il y avait probablement d'autres victimes mortes par empoisonnement, mais il serait difficile de prouver qui, en dehors de Catherine Flanagan et Margaret Eddings, aurait pu être responsable de ces décès. Suite à cette décision, il n'y aurait aucune grâce pour Catherine. Et à 8h du matin, le lundi 3 mars 1884, par un matin très froid et neigeux, Catherine Flanagan, âgée de 55 ans, et sa sœur, Margaret Eddings, âgée de 41 ans, ont été pendues, quoi. Malgré le mauvais temps, une grande foule s'était rassemblée dehors pour voir le drapeau noir hissé. Depuis 1868, le public n'était plus autorisé à entrer dans une prison pour assister à l'exécution d'une peine capitale. La police a poursuivi l'enquête sur les propos de Catherine. Elle avait déclaré que d'autres femmes participaient à l'empoisonnement de personnes pour toucher des assurances. Et elle avait donné les noms de Margaret Evans et Bridget Begley. Elle a aussi déclaré que Margaret Potter, Bridget Stanton et Madame Fallon travaillaient comme agentes pour la société de secours funéraire. Et qu'il y avait une autre complice nommée Catherine Ryan. Malgré la découverte des liens étroits de Madame Stanton avec les versements d'assurance de certains défunts, aucune accusation n'a jamais été portée contre elle, ni contre aucune des autres femmes nommées dans les déclarations de Catherine Flanagan. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires au retour. Et j'espère vous retrouver tous lors de la prochaine affaire.